En entendant la marchande de fleurs chanter, le millionnaire est resté figé en reconnaissant la musique, la même que son épouse jouait avant de disparaître il y a 21 ans. La pluie fine de mai caressait les avenues parisiennes, transformant l'asphalte en miroir où se reflétaient les lumières de la ville. Monsieur Philippe Laurent rajusta son écharpe en cachemire et pressa le pas, à 48 ans. Cet homme à la silhouette élancée et aux tempes grisonnantes incarnait l'élégance discrète de l'aristocratie française. Héritier d'une des familles les plus influentes du pays, il avait propulsé l'empire immobilier des Laurent vers des sommets inédits. Pourtant, derrière ce visage aux traits réguliers et ce regard perçant, se cachait un vide que toute sa fortune n'avait jamais pu combler. Monsieur Laurent, le conseil d'administration attend votre décision pour le projet de la Défense, annonça la voix de sa secrétaire dans son oreillette. Dites-leur que je confirmerai demain. J'ai besoin de réfléchir. Philippe coupa la communication et ralentit son allure. Cette réunion l'avait épuisé, comme toujours lorsque les chiffres et les stratégies tentaient de masquer l'essentiel. 25 ans plus tôt, jour pour jour, sa vie avait basculé. La date était gravée en lui comme une cicatrice invisible. Le 15 mai 1999, Noémie, son épouse, avait disparu lors d'un séjour à l'hôtel du Cap Edenrock, sur la Côte d'Azur. Philippe n'avait alors que 23 ans et venait tout juste de prendre la présidence des entreprises familiales après la mort tragique de ses parents dans un accident d'avion. L'enquête n'avait jamais rien donné. Seule une lettre énigmatique abandonnée dans la chambre d'hôtel. « Pardonne-moi mon amour, mais je ne peux pas continuer. C'est la seule façon de protéger ce que nous aimons le plus. » Philippe avait engagé les meilleurs détectives, déboursé des millions pour des recherches internationales. En vain, Noémie s'était volatilisée, comme ces brumes matinales qui se dissipent aux premiers rayons de soleil. 25 ans, murmura-t-il en consultant sa montre. Un quart de siècle à diriger un empire sans âme, à multiplier les conquêtes sans lendemain, à vivre dans l'attente d'un signe qui ne venait jamais. Ses pas l'avaient conduit, presque malgré lui, vers le jardin du Luxembourg. C'était leur endroit préféré. À Noémie et lui, ils s'y étaient rencontrés. Un jour de printemps similaire à celui-ci, alors qu'il préparait ses examens de droit et qu'elle lisait Proust, assise sur un banc, ses cheveux bruns dansant dans la brise. Le jardin était relativement désert en ce milieu d'après-midi pluvieux. Philippe s'engagea dans l'allée principale, savourant la solitude que lui offrait ce lieu chargé de souvenirs. Il s'apprêtait à faire demi-tour quand une mélodie flotta jusqu'à lui, légère et mélancolique. Son cœur manqua un battement. Cette mélodie, impossible. Les premières notes étaient hésitantes, comme si elles testaient l'air avant de s'envoler pleinement. Puis la mélodie prit de l'assurance, devenant plus précise, plus profonde. L'âme perdue. Ce morceau, Philippe le connaissait par cœur. Noémie l'avait composé spécialement pour lui. Pendant leur première semaine de mariage, elle le jouait chaque soir sur le piano à queue qui trônait dans leur salon. Une mélodie intime, jamais enregistrée, jamais partagée avec quiconque. Leur secret musical. Comme hypnotisé, Philippe suivit la musique jusqu'à sa source, au détour d'une allée. Près de la fontaine Médicis, une jeune femme chantonnait doucement, tout en arrangeant des bouquets de fleurs sous un petit auvent. Ses gestes étaient précis, gracieux, tandis que la mélodie s'échappait de ses lèvres comme un souffle naturel. Philippe s'immobilisa, pétrifié. La jeune fille ne pouvait pas avoir plus de 24. 25 ans, elle portait une salopette en jean et un pull à col roulé crème qui contrastait avec ses cheveux bruns, coupés au carré. Lorsqu'elle releva la tête pour ajuster une pivoine dans son arrangement, Philippe dut s'appuyer contre un arbre. Ce visage, ses traits délicats, ce nez légèrement retroussé, ses yeux profonds couleur d'ambre, et surtout, ce petit grain de beauté sur la tempe droite, exactement comme celui de Noémie. « Monsieur, tout va bien ?» demanda la jeune fille, ayant remarqué sa présence. Sa voix était claire, mélodieuse, avec cette même intonation légèrement rauque qui caractérisait celle de Noémie. « Oui, cette chanson que vous fredonnez » articula Philippe, incapable de masquer son trouble. Elle sourit, révélant une fossette sur sa joue gauche, encore un détail qui le frappa en plein cœur. « C'est étrange que vous la remarquiez. Ma mère me l'a apprise quand j'étais petite. Elle s'appelle « L'âme perdue ». Personne ne la connaît habituellement. Le monde semblait tourner autour de Philippe. Cette coïncidence dépassait l'entendement. La mélodie, le visage,
le grain de beauté. Et maintenant cette faussette. Comment vous appelez-vous ? Demanda-t-il, s'efforçant de retrouver une contenance. Zoé. Zoé Dumas. Et vous ? Philippe Laurent. Aucune réaction. Si cette jeune femme connaissait ce nom, elle n'en montra rien. Vos fleurs sont magnifiques, dit-il en s'approchant du petit étal. Merci, je les cultive moi-même, dans notre jardin à Montmartre. C'est une tradition familiale. Philippe examina les arrangements floraux, cherchant désespérément à prolonger cette conversation irréelle. Celle-ci, c'est ma préférée, dit-il en désignant une rose blanche. La mienne aussi, répondit Zoé avec un sourire nostalgique. Ma mère disait toujours qu'elle représente la pureté de l'amour véritable. Philippe sentit sa gorge se nouer. Les roses blanches étaient les préférées de Noémie. Votre mère a bon goût. Avait. Elle est décédée l'an dernier. Je suis désolée. Un silence s'installa, uniquement troublé par le bruit de la pluie sur l'auvent. Cette mélodie, commença Philippe, incapable de laisser passer l'occasion d'en savoir plus. Pourriez-vous me dire d'où elle vient exactement ? Zoé sembla hésiter, comme si elle protégeait un secret précieux. C'est compliqué. Ma mère adoptive me l'a enseigné. Elle disait que c'était un héritage important. Adoptive. Oui, je ne connais pas mes parents biologiques. Ma mère, Solange, m'a élevée seule. Elle était fleuriste aussi. Le cerveau de Philippe fonctionnait à toute vitesse. Solange, ce prénom lui rappelait vaguement quelque chose, mais il n'arrivait pas à faire le lien. J'aimerais acheter quelques fleurs, dit-il finalement. Et peut-être, si vous acceptez, j'aimerais en savoir plus sur cette mélodie. Je suis compositeur amateur. C'était un mensonge, bien sûr, mais il ne pouvait pas révéler la vérité. Pas encore, pas avant d'être certain. Zoé hésita un instant, puis sourit. Je suis ici tous les jours, sauf le lundi, mais je ne sais pas grand-chose sur cette mélodie, à vrai dire. Philippe choisit un bouquet de roses blanches, pailla généreusement, et prit la carte de visite que lui tendait la jeune femme. Fleur de Zoé, lut-il à voix haute. Je reviendrai. En s'éloignant, Philippe sentit son cœur battre comme il n'avait pas battu depuis 25 ans. Le hasard n'existait pas. Cette rencontre, cette mélodie, cette ressemblance. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Morel Investigation. Georges, c'est Philippe Laurent, j'ai besoin de vous. Immédiatement. Dans son bureau du 16e arrondissement, Viviane Morel, née Laurent, raccrocha son téléphone après avoir écouté le rapport de son informateur. Son frère avait été aperçu en grande conversation avec une jeune fleuriste au Luxembourg. Une jeune femme qui, selon la description, ressemblait étrangement à quelqu'un que Viviane espérait avoir fait disparaître à jamais. Elle ouvrit son tiroir, en sortit une vieille photo de Noémie Laurent et la contempla longuement. « Impossible !» murmura-t-elle. « À moins que... » Elle décrocha son téléphone. « Luc, j'ai besoin de toi. Nous avons un problème. » Le soleil se levait à peine sur Montmartre, baignant d'une lumière dorée l'appartement modeste où Zoé préparait son café matinal. Par la fenêtre ouverte, les bruits familiers du quartier s'infiltraient. Le cliquetis des grilles des commerçants, les conversations des voisins, le ronronnement lointain du Paris qui s'éveille. « Allez, Caline, ton lait arrive !» murmura-t-elle à l'attention de la vieille chatte tigrée qui se frottait contre ses jambes. L'appartement était petit mais chaleureux, rempli de plantes en pot et de bouquets à divers stades de fraîcheur. Sur le mur du salon trônait une photo encadrée de Solange Dumas, une femme au visage bienveillant, aux cheveux gris coupés courts et au regard pétillant de malice. Zoé effleura le cadre du bout des doigts, comme chaque matin. « Tu me manques, maman », souffla-t-elle. Cela faisait presque 1 an que Solange était partie. Emportée par un cancer foudroyant qui n'avait laissé à Zoé que quelques semaines pour se préparer à l'inévitable, depuis, elle maintenait seule la petite entreprise de fleurs qu'elles avaient bâtie ensemble. Zoé but son café en feuilletant son carnet de commandes, une livraison pour un restaurant près de l'Opéra, 2 bouquets pour un anniversaire, et ses arrangements habituels pour les étals du Luxembourg et de la place du Tertre. La journée s'annonçait chargée. Son regard tomba sur la carte de visite posée sur la table. Philippe Laurent, cet homme élégant qu'il avait abordé hier au jardin, avait quelque chose de troublant. Son regard intense quand il avait entendu « L'âme perdue », sa fascination pour cette mélodie, Zoé avait senti qu'il ne s'agissait pas d'un simple intérêt musical. Elle se dirigea vers la petite pièce qui lui servait d'atelier de création florale. Dans un coin, une vieille malle en bois contenait ses souvenirs les plus précieux. Elle l'ouvrit délicatement
et en sortit une feuille de papier jaunie, soigneusement protégée dans une pochette plastique, la partition manuscrite de L'âme perdue. L'encre avait pâli par endroits, mais les notes restaient parfaitement lisibles. En haut de la page, une dédicace à demi effacée. Pour P, avec tout mon... Le reste était illisible, comme si des larmes avaient dilué l'encre. Zoé n'avait jamais compris pourquoi cette mélodie semblait si importante pour Solange. Sa mère adoptive avait insisté pour qu'elle l'apprenne par cœur, répétant que c'était le legs le plus précieux de sa mère biologique. Pourtant, elle avait toujours refusé d'en dire plus. « Ta mère est morte en te donnant la vie », répétait Solange chaque fois que Zoé posait des questions. C'était une femme merveilleuse, mais parler d'elle me fait trop de mal. Un jour, tu comprendras. Ce jour n'était jamais venu. Solange avait emporté ses secrets dans la tombe. Laissant Zoé avec plus de questions que de réponses, le téléphone sonna, l'arrachant à ses pensées. « Fleur de Zoé, bonjour. »« Bonjour, je souhaiterais commander un arrangement floral. » annonça une voix féminine au ton distingué. « On m'a recommandé votre talent. »« Bien sûr, madame, pour quelle occasion ?»« Un dîner d'affaires. Je souhaite quelque chose d'élégant, avec des roses blanches de préférence. Pouvez-vous livrer au 17 avenue Montaigne cet après-midi ?» Zoé nota l'adresse qui se trouvait dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris. « Certainement. À quel nom dois-je faire la livraison ?»« Morel, Viviane Morel. » Après avoir raccroché, Zoé se mit au travail. Les commandes de clients fortunés étaient rares et précieuses pour son petit commerce. Elle sélectionna ses plus belles roses blanches, les associa à des lys étoilés et quelques brins de gypsophile. L'arrangement était simple mais élégant. Exactement ce qu'on attendait pour une table de dîner d'affaires. À midi, elle enfourcha son vélo pour ses livraisons. L'arrangement pour Madame Morel soigneusement calé dans le panier frontal, en pédalant à travers les rues de Paris, Zoé se surprit à fredonner encore « L'âme perdue ». Cette mélodie ne la quittait plus depuis sa rencontre avec Philippe Laurent. L'avenue Montaigne, avec ses boutiques de luxe et ses façades imposantes, contrastait fortement avec son quartier de Montmartre. Zoé s'arrêta devant le numéro 17, un immeuble haussmannien dont l'élégance discrète trahissait la fortune de ses occupants. Elle sonna à l'interphone. Livraison pour Madame Morel. La porte s'ouvrit dans un bourdonnement électrique. Le hall d'entrée, tout en marbre et boiserie, intimidait Zoé qui se sentit soudain déplacée dans son jean usé et ses baskets tachées de terre. Au 4e étage, une femme d'une 50aine d'années l'attendait sur le pas de sa porte. Grande, mince, les cheveux parfaitement coiffés en un chignon strict, Viviane Morel dégageait une aura d'autorité naturelle. Son tailleur gris perle semblait avoir été cousu sur elle. « Mademoiselle Dumas, je présume ?» dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, voici votre commande. »« Madame. » Viviane examina l'arrangement d'un œil critique. « C'est parfait. Entrez donc un instant. Je vais vous chercher votre règlement. » L'appartement était immense, décoré avec un goût irréprochable mais froid. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs, et par les fenêtres, on apercevait la tour Eiffel. « Votre travail est remarquable », commenta Viviane en revenant avec une enveloppe. « On m'a dit que vous aviez repris l'affaire de votre mère. »« Oui, ma mère est décédée l'an dernier. »« Mes condoléances, Solange Dumas, n'est-ce pas ?» Zoé se figea. « Vous connaissiez ma mère ?» Le sourire de Viviane se crispa légèrement. « De nom seulement. Paris est petit, vous savez. Tenez, voici votre paiement. » L'enveloppe contenait bien plus que le prix convenu. Zoé tenta de protester, mais Viviane l'interrompit d'un geste élégant. « Considérez le surplus comme un pourboire. J'apprécie le talent. » En quittant l'immeuble, Zoé ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre était étrange. Comment cette femme connaissait-elle le nom de sa mère? Et pourquoi cette générosité excessive? De retour à son atelier, elle trouva une nouvelle commande sur son répondeur. Philippe Laurent souhaitait un arrangement de fleurs pour son bureau. Il proposait de passer le prendre lui-même, pour discuter de cette mélodie qui nous intrigue tous les deux. La journée s'acheva par une session au jardin du Luxembourg. Alors que Zoé rangeait son étal, elle remarqua un homme en costume sombre qui l'observait depuis un banc, quand leurs regards se croisèrent. Il se leva précipitamment et disparut dans une allée. Cette nuit-là, Zoé fit un rêve étrange. Elle jouait du piano, un instrument qu'elle n'avait jamais appris, dans un salon luxueux qu'elle ne reconnaissait pas. La mélodie de L'âme perdue s'échappait de ses doigts avec une fluidité surprenante,
Derrière elle, une femme dont elle ne voyait que l'ombre lui chuchotait. « N'oublie jamais cette mélodie, ma chérie. Un jour, elle te mènera à la vérité. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant sur sa table de chevet. La vieille partition semblait luire dans la pénombre. Pour la première fois, Zoé remarqua de petites marques au crayon sous certaines notes, des lettres minuscules, presque invisibles, P, H, I, L. À l'autre bout de Paris, dans son bureau du siège des entreprises Laurent, Philippe raccrochait après une longue conversation avec Georges Morel. Son détective, Solange Dumas, murmura-t-il en fixant le rapport préliminaire. Bien sûr, le nom lui revenait maintenant. Solange avait été la gouvernante de ses parents pendant des années, avant de démissionner mystérieusement quelques semaines après la disparition de Noémie, et maintenant, sa fille adoptive chante notre mélodie. Il ouvrit son tiroir et en sortit la seule photo de Noémie qu'il gardait encore à portée de main. La ressemblance avec Zoé était frappante, indéniable. « Qu'essayais-tu de me dire, Noémie ? Que s'est-il vraiment passé il y a 25 ans ?» La nuit était bien avancée quand son téléphone vibra. Un message de sa sœur Viviane. « Il faut qu'on parle, urgent, demain, 8 heures. » Les premiers rayons du soleil se glissaient à peine entre les stores automatisés quand Viviane Morel pénétra dans son bureau au 16e étage de la Tour Laurent. Le panorama sur Paris s'étendait à ses pieds comme un échiquier dont elle manipulait certaines pièces depuis des décennies. À 53 ans, Viviane n'avait rien perdu de sa prestance. Grande, mince, toujours impeccablement vêtue, elle incarnait cette élégance parisienne qui intimide sans effort. Son visage aux traits finement ciselés gardait les traces d'une beauté qui, autrefois, avait fait tourner bien des têtes. Mais aujourd'hui, seule la détermination froide habitait ses yeux gris acier. Elle consulta sa montre. 7h30. Philippe serait là dans 30 minutes. Elle avait encore le temps de se préparer. « Luc, entre. » La porte s'ouvrit sur un homme d'une 50aine d'années, athlétique malgré ses tempes grisonnantes. Luc Mercier, officiellement directeur de la sécurité des entreprises Laurent, était bien plus que cela pour Viviane. Amant, complice, homme de main. Leur relation complexe durait depuis plus de 25 ans. « Tu l'as vu ?» demanda Viviane sans préambule. « Oui, elle ressemble effectivement beaucoup à... » « Ne prononce pas son nom !» coupa sèchement Viviane. « Même les murs ont des oreilles ici. » Elle se leva et vérifia que la porte était bien fermée. « Est-ce possible que ce soit... sa fille ?» compléta Luc en baissant la voix. « L'âge correspondrait. Et puis il y a cette histoire de mélodie. » Viviane sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette mélodie, ce souvenir qu'elle avait tenté d'effacer pendant des années. « Je croyais que tu t'étais assuré qu'elle n'était plus un problème. » siffla-t-elle. « Je l'ai suivie jusqu'en Provence comme prévu. Elle était enceinte, c'est vrai. Mais elle est morte en couche, j'en suis certain. Visiblement pas assez certain, » rétorqua Viviane en tapotant nerveusement sur son bureau. « Et l'enfant ? Je pensais qu'il était mort aussi. Les complications. » Viviane ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. « Solange Dumas. La gouvernante, elle a disparu à la même période. Tu penses qu'elle aurait récupéré l'enfant ? Évidemment, cette vieille fouine a toujours été trop curieuse. » Le téléphone de Viviane vibra. Un message du service de sécurité. Philippe venait d'entrer dans le bâtiment. « Il arrive ? Écoute-moi bien, Luc. Je veux tout savoir sur cette fille, ses habitudes, ses fréquentations, où elle va, ce qu'elle fait, et surtout, je veux savoir ce que Philippe manigance avec elle. Tu crois qu'il sait ? Mon frère n'est pas stupide, cette ressemblance. » Et puis, elle a chanté leur mélodie. Viviane cracha ses derniers mots avec dégoût. S'il fait le lien avec Solange, il comprendra tout. Luc hocha la tête, son visage reflétant une inquiétude croissante. Et si c'est le cas, le regard de Viviane se durcit encore davantage. Alors nous devrons nous assurer que certains secrets restent enterrés. Définitivement. On frappa à la porte. Luc reprit instantanément une posture professionnelle, tandis que Viviane se composait un sourire de circonstance. « Entre, Philippe. » Son frère cadet apparut dans l'encadrement de la porte, élégant comme toujours. À 48 ans, Philippe Laurent dégageait cette aura charismatique qui faisait de lui l'un des hommes d'affaires les plus respectés de France. Viviane, Luc, il les salua d'un bref signe de tête. « Tu voulais me voir de toute urgence. » « Luc nous laissait justement, » répondit Viviane avec un sourire tendu. «
Des affaires familiales à discuter. Une fois Luc sorti, les deux héritiers Laurent se jaugèrent en silence. Leur ressemblance était frappante. Mêmes yeux gris, même port de tête altier, mais s'arrêtait là où Philippe dégageait une chaleur naturelle, Viviane semblait perpétuellement glaciale. « Je t'écoute », dit Philippe en prenant place dans un fauteuil. Viviane s'installa face à lui, croisant ses longues jambes avec une élégance calculée. « Le conseil d'administration s'inquiète de ton manque d'implication ces derniers temps. Le projet de la défense est en attente de ta signature depuis 2 semaines. Le conseil, ou toi. Ne joue pas sur les mots, Philippe. Depuis la disparition de Noémie, tu as toujours eu ces phases, ces moments où tu sembles ailleurs. » À la mention de ce nom, Philippe se raidit imperceptiblement. Viviane le remarqua et poursuivit, enfonçant délibérément le couteau dans la plaie. 25 ans, Philippe. Il serait temps de tourner la page. Tu ne crois pas? Elle est partie. Elle t'a abandonné. Probablement pour un autre homme. Tu n'en sais rien, répliqua-t-il d'une voix soudain tranchante. Les enquêteurs ont conclu à un départ volontaire, la lettre. Je connais les conclusions de l'enquête. Merci. Philippe se leva, incapable de rester en place. Je n'ai pas besoin de tes rappels, ni de tes conseils sur ma vie sentimentale. Viviane l'observa arpenter la pièce, satisfaite d'avoir touché un point sensible. Ce n'est pas ta vie sentimentale qui m'inquiète, mais l'avenir de l'entreprise. Père t'a choisi pour lui succéder, malgré mon expérience et mon ancienneté. Sa voix trahissait une amertume jamais dissipée. J'ai respecté son choix, mais en échange, j'attends de toi que tu assumes pleinement tes responsabilités. Philippe s'arrêta devant la baie vitrée, contemplant la ville qui s'éveillait, ce vieux grief. Combien de fois avait-il eu cette conversation? Jean-Claude Laurent, leur père, avait désigné Philippe comme son successeur, respectant la tradition familiale qui privilégiait le fils, même cadet, à la fille aînée. Viviane ne l'avait jamais accepté. J'assumerai mes responsabilités, comme toujours. Le projet sera signé aujourd'hui même. Il se retourna, scrutant sa sœur avec une intensité nouvelle. Dis-moi, Viviane, te souviens-tu de Solange Dumas? La question, lancée comme une pierre dans un étang paisible, provoqua un imperceptible tressaillement chez Viviane. La gouvernante. Vaguement. Pourquoi cette question? Elle a quitté notre service peu après la disparition de Noémie. Une coïncidence intéressante, tu ne trouves pas? Viviane haussa les épaules avec une indifférence étudiée. Le personnel va et vient. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Elle a élevé une fille adoptive, une jeune femme qui ressemble étrangement à Noémie et qui connaît notre mélodie. Cette fois, Viviane ne put masquer sa surprise. Elle se reprit rapidement. Notre mélodie, l'âme perdue, le morceau que Noémie avait composé pour moi, que personne d'autre ne connaissait. Un silence lourd s'installa dans la pièce, par la fenêtre. La tour Eiffel scintillait sous le soleil matinal, indifférente au drame qui se jouait. « Tu délires, Philippe ?» dit finalement Viviane d'une voix douce, presque compatissante. « La solitude te fait imaginer des choses. Cette ressemblance, cette mélodie, de simples coïncidences. Peut-être, ou peut-être pas. » Philippe se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sur le seuil. « Au fait, je prends quelques jours de congé, je te laisse gérer le conseil en mon absence. » Dès que la porte se referma, Viviane saisit son téléphone. « Luc, c'est pire que ce que je pensais. Il a fait le lien avec Solange. Surveille-le jour et nuit, et trouve-moi tout ce que tu peux sur cette fille. » Elle raccrocha, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Dans le tiroir verrouillé de son bureau, caché sous une pile de dossiers anodins, se trouvait un petit carnet noir, le journal intime de Noémie, volé dans sa chambre d'hôtel avant que la police n'arrive. Les dernières pages relataient sa découverte des détournements de fonds orchestrés par Viviane, les millions transférés vers les îles anglo-normandes. Si ces preuves refaisaient surface après toutes ces années, Viviane ouvrit son ordinateur et consulta ses comptes aux îles Jersey et Guernesey. Les sommes astronomiques qui s'y trouvaient représentèrent sa police d'assurance, son plan de secours si jamais tout s'écroulait. Mais l'argent ne suffirait pas à la protéger de la prison si la vérité éclatait. Pas avec ce qu'elle avait fait. Dans le reflet de son écran, elle aperçut son visage durci par les années et l'ambition dévorante. Un visage qui ne ressemblait plus guère à celui de la jeune femme brillante qu'elle avait été, avant que la jalousie ne la consume. Tout ça à cause de cette petite idiote, murmura-t-elle en pensant à Noémie. Et maintenant, sa fille, sa décision était prise. Certains secrets devaient rester enfouis,
À n'importe quel prix, l'appartement de Montmartre était silencieux, hormis le tic-tac régulier de la vieille horloge héritée de Solange. Zoé, assise en tailleur sur son lit, contemplait la partition de L'âme perdue étalée devant elle. Les minuscules lettres griffonnées sous certaines notes l'obsédaient depuis sa découverte nocturne. P-H-I-L, murmura-t-elle, traçant du doigt les caractères à peine visibles. Philippe. Un étrange pressentiment lui nouait l'estomac. Cette mélodie, l'intérêt soudain de cet homme fortuné, la visite étonnante de Viviane Morel qui connaissait le nom de sa mère adoptive, tous ces événements semblaient liés par un fil invisible. La sonnette de la porte d'entrée la fit sursauter. Elle ne attendait personne. Par le Judas, elle aperçut une silhouette voûtée qu'elle reconnut immédiatement. Martine Legrand, l'ancienne voisine de Solange en Provence, celle qui l'avait aidée à élever Zoé pendant ses premières années. Martine, quelle surprise! La vieille dame, emmitouflée dans un manteau trop large malgré la douceur printanière, lui offrit un sourire tremblant. « Ma petite Zoé, pardonne-moi de venir sans prévenir. » Une fois installée dans le petit salon, une tasse de thé fumant entre les mains, Martine semblait chercher ses mots. Ses yeux fatigués parcouraient l'appartement comme si elle cherchait des traces de Solange. « Tu dois te demander pourquoi je suis venue, » commença-t-elle en fixant le portrait de Solange. « C'est au sujet de ta mère, de ses dernières volontés. » Zoé sentit son cœur s'accélérer. Ses dernières volontés. Mais l'héritage a été réglé il y a des mois. Martine secoua doucement la tête. « Je ne parle pas d'héritage matériel, ma chérie. Je parle de vérité. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un paquet enveloppé dans du papier craft. « Solange m'a fait promettre de te remettre ceci 1 an après sa mort, jour pour jour. » Zoé prit le paquet, les mains tremblantes. Il était lourd, rectangulaire. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le journal de ta mère biologique, » répondit simplement Martine. « Ta vraie mère. » Le temps sembla se figer. Zoé fixa le paquet, incapable de l'ouvrir immédiatement. Toute sa vie, elle avait attendu ce moment. Connaître ses origines, comprendre pourquoi elle avait été abandonnée, maintenant que la vérité était à portée de main. La peur la paralysait. « Ma mère biologique, comment s'appelait-elle ?» Martine hésita, puis répondit d'une voix douce. « Noémie, Noémie Laurent. » Ce nom résonna dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Laurent, comme... Oui, comme les entreprises Laurent. Ton père biologique est Philippe Laurent. Zoé sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme du jardin, celui qui s'était intéressé à sa mélodie, celui qui avait commandé des fleurs, était son père. C'est impossible. Ouvre le journal, ma petite. Tout y est expliqué, mais Solange voulait que tu saches une chose avant de lire. Ta mère t'aimait plus que tout. Elle a donné sa vie pour te protéger. D'une main fébrile, Zoé déchira le papier craft. À l'intérieur se trouvait un carnet relié de cuir bleu nuit, visiblement coûteux. Sur la première page, une écriture élégante annonçait « Journal de Noémie Laurent, 1998-1999 ». Martine se leva discrètement. « Je vais te laisser seule avec ça. C'est entre ta mère et toi maintenant. » Avant de partir, elle serra Zoé dans ses bras. « Sois prudente, ma chérie. Les secrets que contient ce journal ont coûté la vie à ta mère. Ne fais confiance à personne, même pas à ton père, pas avant d'avoir tout lu. » Restée seule, Zoé ouvrit le journal avec précaution. Les premières pages relatèrent le quotidien d'une jeune femme amoureuse, nouvellement mariée à un homme qu'elle adorait. Philippe y était décrit comme attentionné, brillant, passionné. Noémie évoquait leur mélodie, l'âme perdue, qu'elle avait composée pour lui exprimer tout ce qu'elle ne savait dire avec des mots. Puis le ton changea progressivement, des inquiétudes apparaissaient entre les lignes, des doutes concernant Viviane, la sœur aînée de Philippe, qui semblait la détester sans raison apparente. Zoé tourna fébrilement les pages, absorbée par le récit. À la date du 2 mai 1999, l'écriture de Noémie devint plus pressée. Presque paniquée, j'ai trouvé quelque chose d'horrible aujourd'hui, dans le bureau de Viviane. Des documents attestant de détournements massifs, des millions transférés vers des comptes offshore aux îles anglo-normandes. Elle vole l'entreprise depuis des années. Je dois en parler à Philippe dès son retour de Londres. Le 5 mai, une entrée glaçante. Viviane sait que j'ai découvert ces malversations. Elle m'a confrontée aujourd'hui. Ces menaces n'étaient pas voilées. Si je parle, je mourrai. Un accident est si vite arrivé, a-t-elle dit. Je suis terrifiée, d'autant plus que je viens d'apprendre que je suis enceinte. Je dois protéger mon bébé à tout prix.
le 10 mai. Solange a tout entendu. Elle était dans le couloir quand Viviane m'a menacée. Elle m'a avoué que Viviane et Luc entretiennent une liaison depuis des années, et que Luc est capable du pire. Elle pense même qu'il pourrait être impliqué dans l'accident d'avion qui a tué les parents de Philippe. Elle m'a proposé une solution. Si je disparaissais, Zoé dut s'arrêter un instant, submergée par l'émotion. Sa mère n'avait pas abandonné Philippe par choix, mais pour la protéger, elle, l'enfant qu'elle portait, pour échapper à Viviane. Les dernières entrées du journal détaillaient le plan élaboré par Solange et Noémie, un faux départ, une lettre ambiguë pour détourner les soupçons, une fuite vers la Provence où Solange avait de la famille, et un code secret caché dans les notes de « L'âme perdue », indiquant l'emplacement des preuves contre Viviane, dissimulées dans le compartiment secret du piano de la maison Laurent. La dernière page, datée du 14 mai 1999, était poignante. « Demain, je disparaîtrai. Laisser Philippe est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'espère qu'un jour il comprendra que je l'ai fait par amour, pour protéger notre enfant. Je pars avec l'espoir qu'un jour, quand tout danger sera écarté, je pourrai revenir vers lui, avec notre bébé. En attendant, j'emporte notre mélodie comme unique lien. Si je ne reviens pas, Solange a promis d'apprendre l'âme perdue à notre enfant, pour que, par ses notes, il ou elle puisse un jour connaître la vérité et retrouver son père. » Zoé ferma le journal. Les joues baignées de larmes, sa mère n'avait jamais pu réaliser son souhait. Selon les dernières pages ajoutées par Solange, Noémie était décédée de complications lors de l'accouchement. Solange avait alors pris le bébé, Zoé, et s'était installée à Montmartre, changeant de nom pour devenir Solange Dumas. Elle avait élevé Zoé comme sa fille, tout en lui enseignant fidèlement la mélodie. Respectant sa promesse envers Noémie, le téléphone de Zoé vibra, la ramenant brutalement au présent. Un message de Philippe Laurent. « J'aimerais vous revoir pour parler de cette mélodie, demain, 15h, à mon bureau. » Son père, cet homme qui avait cherché Noémie pendant des années, était son père biologique. Devait-elle lui révéler la vérité, lui montrer le journal? Mais les avertissements de Martine résonnaient dans sa tête. Les secrets contenus dans ce journal avaient coûté la vie à sa mère. Et si Viviane était toujours aussi dangereuse? Si elle apprenait l'existence de Zoé, de ce journal, par la fenêtre, Zoé aperçut une voiture noire stationnée de l'autre côté de la rue. Un homme en costume sombre était au volant, regardant fixement dans sa direction, le même homme qu'elle avait aperçu au Luxembourg. La peur lui noua l'estomac. Elle n'était plus seulement Zoé Dumas, fleuriste à Montmartre, elle était l'héritière des Laurent, la fille de Noémie, la preuve vivante d'un crime vieux de 25 ans, et quelqu'un la surveillait. Le siège des entreprises Laurent dominait l'avenue des Champs-Élysées de toute sa hauteur, reflet architectural du pouvoir économique de la famille. Zoé, vêtue de sa robe la plus présentable, une simple tunique bleu marine, se sentait minuscule face à cet édifice de verre et d'acier. Dans son sac, soigneusement dissimulé entre 2 livres, se trouvait le journal de Noémie. Après une nuit blanche à réfléchir, elle avait décidé de ne pas tout révéler immédiatement à Philippe. D'abord, elle voulait le connaître, jauger l'homme qu'il était devenu, comprendre s'il méritait sa confiance. Le journal décrivait un jeune homme amoureux et intègre, mais 25 ans avaient passé. Qu'en restait-il? Mademoiselle Dumas, la réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel. Monsieur Laurent vous attend au dernier étage. » L'ascenseur de verre offrait une vue vertigineuse de Paris à mesure qu'il s'élevait. Zoé sentit son cœur battre plus fort à chaque étage. Allait-elle reconnaître en Philippe Laurent les traits qu'elle avait hérités? Verrait-il en elle le fantôme de Noémie? Les portes s'ouvrirent sur un espace épuré au ton clair. Une jeune femme au tailleur impeccable la conduisit à travers un dédale de bureaux jusqu'à une porte en bois sombre. « Monsieur Laurent, votre rendez-vous est arrivé. » Philippe se tenait devant la baie vitrée de son bureau, contemplant Paris comme un capitaine scruterait l'horizon. Il se retourna à l'entrée de Zoé, et pendant un instant fugace, elle crut voir une émotion intense traverser son regard. « Mademoiselle Dumas, merci d'être venue. » Il lui désigna un fauteuil en cuir blanc et s'installa face à elle, séparé par un bureau en verre d'une sobriété élégante. Sur un coin du bureau, Zoé remarqua un petit cadre photo tourné vers Philippe, dont elle ne pouvait voir le contenu. « Votre appel m'a intriguée », commença Zoé, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Vous sembliez très concerné par cette mélodie.
Philippe l'observa un moment en silence, comme s'il cherchait ses mots ou peut-être, songea Zoé, comme s'il cherchait en elle des traits familiers. Cette mélodie, l'âme perdue, a une signification particulière pour moi, répondit-il finalement. Elle a été composée par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, quelqu'un qui a disparu il y a longtemps. Votre épouse, demanda doucement Zoé. Sachant pertinemment la réponse, un éclair de surprise traversa le visage de Philippe. Comment ? Les Laurent sont une famille connue et son disparition a fait les gros titres à l'époque. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Dans la nuit, Zoé avait fait des recherches sur les Laurent. Découvrant les articles de presse jaunissants relatant la mystérieuse disparition de Noémie Laurent, jeune épouse du richissime héritier, Philippe hocha la tête, une ombre passant sur son visage. En effet, Noémie a disparu il y a 25 ans. Cette mélodie était notre secret. Personne d'autre ne la connaissait. Il marqua une pause, plongeant son regard dans celui de Zoé. Alors, comprenez ma surprise quand je vous ai entendu la fredonner au Luxembourg. Zoé sentit une goutte de sueur froide glisser le long de son dos. Le moment était venu de jouer carte sur table, ou du moins certaines d'entre elles. Ma mère adoptive me l'a enseigné quand j'étais petite. Elle disait que c'était un héritage important. Votre mère adoptive, Solange Dumas, ce n'était pas une question, mais une affirmation. Zoé acquiesça lentement. Vous la connaissiez. Elle a travaillé pour ma famille pendant des années. Elle était la gouvernante de mes parents. Philippe se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle a quitté notre service peu après la disparition de Noémie, encore une coïncidence troublante. La tension était palpable dans la pièce. Zoé sentait qu'ils dansaient tous deux autour de la vérité. N'osant encore la nommer, « Monsieur Laurent, pourquoi m'avez-vous fait venir ici ?» Philippe se retourna vers elle, son regard soudain plus intense. Pour comprendre, pour savoir comment cette mélodie est arrivée jusqu'à vous, et aussi, il hésita, pour voir de près cette ressemblance qui m'a frappée dès notre première rencontre. Zoé déglutit avec difficulté. Elle savait à quoi il faisait allusion. Le portrait de Noémie qu'elle avait vu dans ses recherches nocturnes lui avait révélé une similitude frappante entre elle et sa mère biologique. Même yeux, même sourire, même petit grain de beauté sur la tempe droite. Philippe s'approcha et s'assit sur le bord de son bureau. À quelques centimètres d'elle, « Qui êtes-vous vraiment, Zoé Dumas ?» Le cœur battant, Zoé sentit que le moment décisif était arrivé. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par l'entrée brusque d'une femme élégante aux cheveux poivre et sel coiffée en un chignon strict. « Philippe, le conseil t'attend pour la présentation du... » Viviane Morel s'arrêta net en apercevant Zoé, pendant un instant fugace. Son visage se décomposa, comme si elle avait vu un fantôme. Puis, rapidement, elle se recomposa un masque de politesse froide. « Je ne savais pas que tu étais en rendez-vous. Viviane, je te présente Zoé Dumas, mademoiselle Dumas, ma sœur, Viviane Morel. » Zoé se leva et tendit une main légèrement tremblante. Face à elle se tenait la femme qui, selon le journal de Noémie, avait menacé sa mère et l'avait forcée à fuir. « Nous nous sommes déjà rencontrés, » dit Viviane avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Dumas m'a livré des fleurs il y a quelques jours. Un hasard fascinant, » commenta Philippe, dont le regard allait de l'une à l'autre avec une intensité nouvelle. « Le monde est petit, » répliqua Viviane d'un ton léger, qui contrastait avec la tension visible de ses épaules. « Philippe, le conseil t'attend. Ces messieurs sont pointilleux sur les horaires. » Philippe hésita, visiblement contrarié d'être interrompu à un moment aussi crucial. « Nous devions justement terminer, » intervint Zoé en saisissant son sac. « Je ne voudrais pas vous retarder. »« Attendez, » dit Philippe en lui touchant légèrement le bras. « Notre conversation n'est pas terminée. Seriez-vous libre ce soir ? Pour dîner, peut-être ?» Sous le regard glacial de Viviane, Zoé acquiesça. « Parfait, disons 20h, à la closerie des Lilas. C'était le restaurant préféré d'eux. » Il s'interrompit. « C'est un endroit que j'apprécie particulièrement. » Dans l'ascenseur qui la ramenait au rez-de-chaussée, Zoé laissa échapper un long soupir tremblant. La confrontation avec Philippe avait été intense, mais c'était le regard de Viviane qui la hantait. Un regard où la reconnaissance s'était mêlée à une peur primale, puis à une détermination froide. En sortant de l'immeuble, elle repéra immédiatement l'homme en costume sombre qui l'observait depuis le trottoir d'en face. Cette fois, il ne chercha même pas à se cacher. Au contraire. Leurs regards se croisèrent et il esquissa un sourire mince, presque menaçant. Son téléphone vibra.
Un message d'un numéro inconnu. Je sais qui vous êtes vraiment. Nous devons parler. Pour votre sécurité. Rendez-vous à 18h au Café des Artistes à Montmartre. Venez seul. Luc Mercier. Zoé sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Luc Mercier. L'homme mentionné dans le journal de Noémie, le complice de Viviane. À l'étage de la Tour Laurent, derrière la vitre de son bureau, Philippe observait Zoé s'éloigner. À ses côtés, Viviane contemplait également la silhouette gracile de la jeune femme qui se fondait dans la foule parisienne. « Étonnante ressemblance, n'est-ce pas ?» dit Philippe d'un ton délibérément neutre. « Pure coïncidence, » répliqua Viviane. « Tu ne devrais pas te laisser troubler par des chimères, Philippe. Le conseil t'attend. » Mais dans son regard, Philippe avait vu quelque chose qu'il n'avait jamais observé chez sa sœur imperturbable. De la peur. La pluie s'abattait sur Paris avec une violence rare en ce début de soirée. Zoé avait annulé sa rencontre avec Luc Mercier, trop méfiante après les révélations du journal. À la place, elle avait envoyé un message à Philippe, lui demandant s'il pouvait se voir plus tôt, non pas au restaurant mais chez lui. Pour parler de la mélodie, avait-elle écrit, sachant que cette simple phrase suffirait à piquer sa curiosité. Le taxi la déposa devant une imposante maison particulière du 16e arrondissement, un hôtel particulier de style Second Empire, entouré d'un jardin soigneusement entretenu où des roses blanches bravaient la pluie printanière. Un majordome à l'allure compassée l'accueillit sous un parapluie. « Mademoiselle Dumas, monsieur vous attend dans le salon de musique. » Zoé suivit le domestique à travers des pièces aux proportions grandioses, aux moulures délicates et aux parquets lustrés par les années. Les murs étaient ornés de tableaux de maîtres et de portraits de famille, des visages aux traits aristocratiques qui semblaient la suivre du regard. Le majordome s'arrêta devant une double porte en bois sculpté qu'il ouvrit avec déférence. « Mademoiselle Dumas, monsieur. » Le salon de musique baignait dans la lumière tamisée de plusieurs lampes anciennes. Au centre trônait un magnifique piano à queue Steinway, dont le bois sombre luisait doucement. Philippe se tenait debout près de l'instrument, feuilletant distraitement des partitions jaunies. « Zoé, » dit-il simplement, abandonnant soudain les formalités. « Merci d'être venue. » Son regard se posa sur le sac de Zoé, où dépassait légèrement le coin du journal Bleu Nuit. « Vous avez apporté quelque chose ?» Zoé prit une profonde inspiration. Ce moment, elle l'avait imaginé toute la journée. L'instant où elle révélerait à cet homme qu'elle était sa fille. Mais maintenant, face à lui, les mots se bousculaient dans sa gorge sans parvenir à sortir. « Avant tout, » dit-elle en s'approchant du piano, « cette mélodie, l'âme perdue, pouvez-vous la jouer ?» Philippe parut surpris, mais acquiesça lentement. Il s'assit au piano, ses longs doigts effleurant les touches avec révérence. « Je n'ai pas joué cette mélodie devant quelqu'un depuis ma mère, » compléta doucement Zoé. Les premières notes s'élevèrent dans la pièce. Hésitante d'abord, puis avec plus d'assurance, la mélodie que Zoé connaissait par cœur prenait soudain une dimension nouvelle sous les doigts de Philippe, plus riche, plus profonde, empreinte d'une émotion brute qui la saisit à la gorge. « C'est magnifique », murmura-t-elle lorsque les dernières notes s'éteignirent. Philippe se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Comment avez-vous su ?» Pour Noémie, c'était le moment. Zoé sortit le journal de son sac et le tendit à Philippe. Parce qu'elle était ma mère biologique. Le silence qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. Philippe fixa le journal, puis le visage de Zoé, comme s'il cherchait à assembler les pièces d'un puzzle incompréhensible. « C'est impossible », murmura-t-il finalement. Noémie n'était pas enceinte. Si, elle l'était, de 2 mois quand elle a disparu. Philippe prit le journal d'une main tremblante. L'ouvrit avec précaution. Ses yeux parcoururent rapidement les premières pages. Reconnaissant immédiatement l'écriture élégante de Noémie, « Mon Dieu, lisez la date du 5 mai 1999, » dit doucement Zoé. Les yeux de Philippe s'agrandirent en découvrant le passage où Noémie relatait les menaces de Viviane, la découverte des détournements de fonds, sa grossesse récemment confirmée. « Viviane » souffla-t-il, incrédule. « C'est impossible. C'est elle qui a forcé ma mère à fuir, pour me protéger, pour nous protéger tous les deux. » Philippe se leva brusquement et marcha vers la fenêtre, tournant le dos à Zoé, les épaules tendues. Il semblait lutter pour assimiler ces révélations bouleversantes. « Pendant 25 ans, » commença-t-il d'une voix étranglée. « Pendant 25 ans, j'ai cru qu'elle m'avait abandonné.
qu'elle était partie avec un autre homme. C'est ce que Viviane n'a cessé de me répéter. Elle vous a menti. Ma mère vous aimait. Elle a donné sa vie pour nous protéger. Philippe se retourna lentement. Pour la première fois, il observait vraiment Zoé. Non plus comme une étrangère ressemblant étrangement à Noémie, mais comme ce qu'elle était. Sa fille. Tu as ses yeux, dit-il simplement. Et son grain de beauté, mais ce petit pli entre tes sourcils quand tu réfléchis, c'est le mien. Zoé sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'avait pas prévu d'être aussi émue. Pendant des années, elle avait imaginé son père biologique comme une figure abstraite, un inconnu ayant abandonné sa mère, découvrir qu'il l'avait cherché, qu'il avait souffert de leur absence. Changer tout. Philippe s'approcha et, avec une hésitation touchante, posa une main sur l'épaule de Zoé. « Ma fille », murmura-t-il, comme pour tester la réalité de ses mots. Puis, brusquement, il s'écarta et retourna au journal, le feuilletant fébrilement. S'il dit vrai, Viviane est responsable de la disparition de Noémie, et peut-être même, il s'interrompit, une expression horrifiée sur le visage. Les détournements de fonds. Je dois vérifier tout cela. Il s'arrêta soudain sur une page, pointant un passage précis. Regarde, Noémie parle d'un code caché dans la mélodie, un code qui indiquerait l'emplacement des preuves contre Viviane. Zoé s'approcha, examinant le passage en question. Le code est dans les notes. Si quelque chose m'arrive, les preuves resteront cachées dans le piano. P comprendra quand il jouera l'âme perdue, en pensant au premier cadeau que je lui ai offert. Son premier cadeau, murmura Philippe, fronçant les sourcils. C'était un recueil de poèmes de Baudelaire, Les fleurs du mal. Il retourna au piano et joua à nouveau la mélodie, mais cette fois en prêtant une attention particulière aux notes. Zoé observait ses doigts voler sur le clavier, cherchant le motif caché. « Attends », dit-elle soudain. « Joue-la encore, mais plus lentement. » Philippe reprit, ralentissant le tempo. Zoé chantonna les notes, puis s'écria. Les lettres, dans la partition, certaines notes avaient des lettres griffonnées en dessous, PHIL d'abord, puis d'autres que je n'avais pas déchiffrées. Une transposition, comprit Philippe. Elle a utilisé la notation musicale anglo-saxonne où chaque note correspond à une lettre A, B, C, D, E, F, G. Il rejoua certains passages, notant les lettres correspondantes sur une feuille de papier. Progressivement, un message apparut. Filtre fleur cachée. Filtre, comme une potion, demanda Zoé perplexe. Non, c'est une référence au poème Le filtre dans Les fleurs du mal. Philippe bondit de son siège, et je sais exactement où chercher. Il s'approcha du piano, examinant soigneusement l'instrument. Ses doigts experts palpèrent le bois jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Un petit compartiment secret s'ouvrit sous le pupitre à partition. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, jaunie par le temps, portant simplement l'inscription « Si necessarium » de l'écriture élégante de Noémie, « Si nécessaire », traduisit Philippe, la gorge nouée. Elle a toujours aimé le latin. D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe. Elle contenait des relevés bancaires, des copies de virements, des mémos internes, tous pointant vers un vaste système de détournement orchestré par Viviane. Des millions transférés vers des comptes offshore aux îles anglo-normandes, des documents qui, même après 25 ans, restaient accablants. Viviane a volé l'entreprise familiale, murmura Philippe abasourdi, et quand Noémie l'a découvert, elle est devenue une menace qu'il fallait éliminer, compléta Zoé. Un bruit dans le couloir les fit sursauter tous les deux. Instinctivement, Philippe remit les documents dans l'enveloppe et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. La porte s'ouvrit sur le majordome. « Monsieur, Madame votre sœur vient d'arriver. Elle insiste pour vous voir immédiatement. » Philippe et Zoé échangèrent un regard alarmé. Comment Viviane avait-elle su qu'ils étaient ensemble? Les avait-elle fait suivre? « Dites-lui que je suis occupée, Antoine. »« J'ai bien essayé, monsieur. Mais elle est déjà là. » compléta la voix glaciale de Viviane qui apparut dans l'encadrement de la porte. Son regard passa de Philippe à Zoé, puis au piano ouvert et au journal posé sur le banc. « Je vois que vous avez des choses à me raconter, à tous les deux. » Un silence assourdissant s'abattit sur le salon de musique. Viviane fit quelques pas dans la pièce. Son tailleur gris, perle impeccable contrastant avec la tension qui déformait ses traits habituellement maîtrisés. Comme c'est touchant, lança-t-elle en désignant le piano d'un geste négligent. Un petit concert privé.
Philippe s'était placé imperceptiblement devant Zoé, comme pour la protéger. « Que veux-tu, Viviane ? Savoir ce que tu fabriques ?» Son regard acéré se posa sur le journal de Noémie resté sur le banc du piano, et comprendre pourquoi tu t'entêtes à déterrer le passé. D'un mouvement vif, elle s'empara du journal avant que Philippe ou Zoé ne puissent en réagir. « Rends-moi ça », exigea Philippe, sa voix soudain tranchante. Viviane feuilleta rapidement le carnet, son visage pâlissant à vue d'œil. « Où as-tu trouvé ceci ?» demanda-t-elle à Zoé, ignorant l'injonction de son frère. « Ma mère me l'a laissé, ma mère adoptive. » Solange. Viviane cracha presque ce nom. Cette fouineuse n'a jamais su rester à sa place. Philippe s'avança et arracha le journal des mains de sa sœur. C'est donc vrai, tout ce qui est écrit ici, les détournements de fonds, les menaces contre Noémie. Viviane eut un rire sec, sans joie. Tu sembles oublier une chose essentielle, mon cher frère. Sans preuve, ce journal n'est rien d'autre que le délire paranoïaque d'une femme instable. Philippe et Zoé échangèrent un regard que Viviane intercepta immédiatement. Son expression changea, une lueur inquiète traversant ses yeux gris, à moins que... Elle observa le piano, remarquant pour la première fois le compartiment secret entrouvert. « Qu'avez-vous trouvé ? Assez pour te détruire, » répondit Philippe d'une voix glaciale. « Assez pour comprendre que tu as ruiné ma vie, que tu as forcé Noémie à fuir, que tu m'as privé de ma fille pendant 25 ans. » Les derniers mots tombèrent comme une sentence. Viviane se figea, son regard allant de Philippe à Zoé. « Ta fille !» Elle éclata d'un rire forcé. « Tu délires. Cette ressemblance ne prouve rien. Un test ADN le prouvera, » répliqua Philippe. « D'ailleurs, j'ai déjà prélevé nos échantillons ce matin après notre rencontre au bureau. Nous aurons les résultats dans 2 jours. » C'était un bluff, mais Viviane n'avait aucun moyen de le savoir. Elle chancela légèrement, s'appuyant au bord d'une commode. « Tu n'as pas idée dans quoi tu t'embarques. » « Philippe ?» Sa voix avait perdu de son assurance. « Il y a des choses que tu ignores, des arrangements qui ne te concernent pas. » « Des arrangements ?» La voix de Philippe vibrait d'une colère contenue. « Tu appelles arrangement le fait d'avoir menacé ma femme enceinte, de l'avoir forcée à fuir, de m'avoir fait croire pendant 25 ans qu'elle m'avait abandonnée. » Viviane consulta nerveusement sa montre. « Je dois partir. Nous en reparlerons quand tu seras plus calme. »« Tu ne vas nulle part, Viviane. Pas avant d'avoir tout expliqué. » Elle sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. « Luc, c'est moi. Viens me chercher immédiatement. » Philippe arracha le téléphone des mains de sa sœur et le jeta sur un fauteuil. « Luc ne viendra pas. J'ai demandé à Antoine de ne laisser entrer personne d'autre. » Pour la première fois, Zoé vit une vraie peur dans les yeux de Viviane. Une peur qui la rendait presque humaine. « Tu ne comprends pas, Philippe, ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour protéger l'entreprise, notre héritage. En volant des millions, en sauvant l'entreprise de la faillite, » s'écria Viviane. Quand père est mort, nous étions au bord du gouffre. Ces investissements hasardeux avaient presque tout englouti. Il fallait des liquidités, immédiatement. Alors tu as détourné l'argent des actionnaires. J'ai fait ce qui était nécessaire. Sa voix montait dangereusement. Pendant que tu jouais les amoureux transis avec ta Noémie, j'ai sauvé l'Empire Laurent. Un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur. Par la fenêtre, Zoé aperçut une voiture noire qui s'arrêtait devant la maison. « Luc », murmura Viviane avec un sourire mauvais. « Tu sous-estimes toujours sa loyauté. » Philippe s'approcha de la fenêtre et vit en effet son chef de sécurité franchir le portail, ignorant les protestations du gardien. Antoine ne le laissera pas entrer. Antoine fait ce qu'on lui dit de faire, comme tous les employés de cette maison. Le sourire de Viviane s'élargit. Contrairement à toi, je sais inspirer la loyauté. La porte du salon s'ouvrit brusquement sur Luc Mercier, grand, athlétique malgré la cinquantaine. Il émanait de lui une aura de danger à peine contenue. « Viviane, tout va bien. »« Non, Luc. » Philippe a trouvé le journal et les documents. Le visage de Luc se durcit. Son regard se posa sur Zoé, l'examinant comme s'il voyait un fantôme. « Alors c'est vrai, c'est la fille de Noémie. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Luc semblait peser ses options, son regard allant de Viviane à Philippe, puis à Zoé. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il finalement à Viviane. Philippe s'interposa entre sa sœur et Zoé. « Si tu tentes quoi que ce soit contre ma fille, Luc, je te détruirai. » Un sourire étrange apparut sur le visage du chef de sécurité. « Ta fille,
Il eut un petit rire sec. « Tu es sûr de ça, Philippe ?» Viviane lui lança un regard d'avertissement, mais Luc l'ignora. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Philippe, soudain incertain. « Tu crois que ta précieuse Noémie était le modèle de vertu que tu imaginais ?» Luc s'approcha, savourant visiblement son effet. « Comment crois-tu qu'elle a découvert les détournements de fonds ? Elle fouinait dans les dossiers de Viviane depuis des mois. Elle cherchait la vérité, » intervint Zoé. Incapable de rester silencieuse face à ces accusations, elle cherchait un moyen de pression, corrigea Luc. Une assurance. Noémie n'était pas la sainte que tu as idéalisée, Philippe. Elle jouait un double jeu. Ça suffit, Luc, ordonna Viviane, visiblement mal à l'aise. Mais Luc semblait décidé à continuer, porté par une rancœur longtemps contenue. Tu sais pourquoi je suis si certain que ta chère épouse est morte en couches ? Parce que j'y étais. Je l'ai suivie jusqu'en Provence. Comme Viviane me l'avait ordonné, je l'ai vue mourir, les médecins impuissants face à l'hémorragie. Philippe blêmit. Tu l'as tuée. Non. Luc secoua la tête. Je devais juste la surveiller, m'assurer qu'elle ne reviendrait pas faire chanter Viviane avec ce qu'elle savait. Sa mort. C'était un accident. Une complication médicale. Zoé sentit ses jambes faiblir. Cet homme avait vu mourir sa mère, l'avait traquée jusqu'à ses derniers instants. Et l'enfant ? Demanda Philippe d'une voix étranglée. Tu as vu l'enfant ? Un bébé minuscule, une fille. Je pensais qu'elle ne survivrait pas non plus. Luc regarda Zoé avec une expression indéchiffrable. Visiblement, je me trompais. Viviane s'était approchée de la porte, prête à fuir. Assez parlé, Luc. Nous devons partir, immédiatement. Mais Luc ne bougea pas. Il fixait Philippe avec une étrange intensité. Tu sais, ton père n'aurait jamais dû te confier les rênes de l'entreprise. Tu étais trop jeune, trop idéaliste. Viviane était la seule capable de sauver l'Empire Laurent. Mon père est mort dans un accident d'avion, répondit Philippe. Puis, voyant l'expression de Luc, il ajouta avec horreur, à moins que... Luc, la voix de Viviane claqua comme un fouet. Tais-toi. Mais il était trop tard. Le regard de Luc en avait dit suffisamment. Mon Dieu, souffla Philippe. L'accident de mes parents, ce n'était pas un accident. Philippe, je t'interdis, commença Viviane. C'était toi, coupa Philippe, s'avançant vers sa sœur d'un air menaçant. Tu as fait saboter leur avion. Luc s'interposa entre les deux. Je n'ai fait que suivre ses ordres, toujours. Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Viviane. Et maintenant, tu me trahis, après tout ce temps. Je protège mes intérêts, répliqua froidement Luc. Comme tu m'as appris à le faire, il se tourna vers Philippe. Je peux te donner toutes les preuves dont tu as besoin, contre sa promesse d'immunité. Viviane recula, le visage déformé par la haine et l'incrédulité. D'un geste vif, elle sortit un petit pistolet de son sac et le pointa sur Luc. Personne ne me trahit, personne. Baisse cette arme. Et Viviane, la voix de Philippe résonna dans le salon de musique avec une autorité qu'il ne se connaissait pas. Face à lui, sa sœur tenait toujours Luc en joue, son regard habituellement calculateur désormais empreint d'une fureur incontrôlable. Tu ne comprends pas, Philippe. Si je le laisse parler, tout est fini. Un mouvement attira l'attention de Viviane. Zoé qui tentait discrètement d'atteindre son téléphone, d'un geste brusque. Viviane pointa l'arme vers la jeune femme. Ne bouge pas, toi. Ce fut l'erreur qui changea tout. Profitant de cette seconde d'inattention, Luc se jeta sur Viviane. Une brève lutte s'ensuivit. Le pistolet tomba au sol avec un bruit mat. Philippe s'empressa de le ramasser tandis que Luc immobilisait Viviane contre le mur. « Lâche-moi, espèce de traître. C'est fini, Viviane, » déclara Luc là maintenant fermement. « Je ne plongerai pas avec toi. » Philippe tenait maladroitement l'arme. Visiblement peu habituée à ce genre d'objet, Zoé s'approcha de lui, tremblante mais déterminée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle à voix basse. La question sembla ramener Philippe à la réalité. Il prit une profonde inspiration et posa le pistolet sur le piano, hors de portée de Viviane. « Maintenant, nous allons appeler la police. »« Non !» s'écria Viviane, se débattant avec une énergie renouvelée. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta sœur. Tu as fait tuer nos parents, » répondit Philippe d'une voix où l'incrédulité le disputait à l'horreur. « Tu as menacé ma femme enceinte. Tu m'as privé de ma fille pendant 25 ans. Tu as volé l'entreprise. Donne-moi une seule raison pour laquelle je devrais te protéger. » Viviane cessa de se débattre. Son regard allant de Philippe à Luc,
puis à Zoé. « Parce que si je tombe, tu tombes avec moi. » Sa voix avait retrouvé son calme glacial. « Tu crois que le conseil d'administration te laissera à la tête de l'entreprise quand ils sauront que ta sœur a détourné des millions pendant des années, sous ton nez? Soit tu passes pour un complice, soit pour un incompétent. Dans les deux cas, ta réputation est détruite. » Un silence pesant s'installa. Philippe savait qu'elle avait raison. Le scandale qui éclaterait emporterait non seulement Viviane, mais aussi l'entreprise tout entière et sa propre crédibilité. Il doit y avoir une autre solution, intervint Zoé. Une façon de faire justice sans tout détruire. Luc, qui maintenait toujours Viviane, hocha lentement la tête. Il y a peut-être un moyen, si Viviane démissionne, transfère les fonds détournés et disparaître. Viviane eut un rire sans joie, comme Noémie. Non, corrigea Luc. Comme quelqu'un qui prend une retraite anticipée, à l'étranger, très loin. Philippe observait cet échange avec un mélange de dégoût et de fascination. Comment en était-il arrivé là? Comment sa sœur, brillante et ambitieuse, avait-elle pu se transformer en ce monstre froid capable des pires atrocités? Je ne peux pas la laisser s'en tirer, dit-il finalement. Pas après tout ce qu'elle a fait. Et que vas-tu faire? Demanda Viviane avec dédain. Me livrer à la police. Créer un scandale qui détruira l'héritage de notre père, celui-là même que j'ai passé 25 ans à protéger et à faire prospérer. Ce n'est pas toi qui as fait prospérer l'entreprise, répliqua Philippe. C'est moi, pendant que tu détournais des fonds, je bâtissais. J'innovais, je développais. Zoé, qui était restée silencieuse, s'approcha de son père biologique. Et si nous trouvions un compromis, quelque chose qui permette à la fois de faire justice et de protéger l'entreprise? Philippe la regarda avec surprise. Cette jeune femme qu'il connaissait à peine démontrait une sagesse inattendue face à cette situation impossible. Quel genre de compromis? Une confession complète, suggéra Zoé. Pas à la police, mais au conseil d'administration, en privé, avec la promesse de rembourser intégralement les sommes détournées. Un départ discret ensuite. Luc hocha la tête, visiblement impressionné. Ça pourrait fonctionner. Le conseil est composé d'hommes d'affaires avant tout, si tu leur présentes une solution qui préserve l'entreprise tout en rendant justice. Et qu'est-ce que j'y gagne? Interrompit Viviane. Ta liberté, répondit simplement Philippe. C'est déjà plus que tu ne mérites. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Au dehors, la pluie avait cessé, laissant place à une nuit claire où brillaient quelques étoiles. Viviane semblait peser ses options, son regard calculateur allant de l'un à l'autre. « D'accord, dit-elle finalement, mais à mes conditions, je confesserai uniquement les détournements de fonds. Rien d'autre. »« Tu avoueras tout, » insista Philippe. « Y compris ton rôle dans la disparition de Noémie. Les menaces, oui, la poursuite, peut-être. Mais je n'ai pas causé sa mort. C'était une complication médicale. » Philippe se tourna vers Luc, qui confirma d'un hochement de tête. « C'est vrai. Sa mort était naturelle, si l'on peut dire. » Zoé ferma brièvement les yeux, assimilant cette information douloureuse. Sa mère était morte en lui donnant la vie, non pas assassinée, mais victime d'une complication que la médecine n'avait pu prévenir. « Et pour l'accident de nos parents ?» demanda Philippe. La voix tremblante de colère contenue, Viviane et Luc échangèrent un regard lourd de sens. « Ce n'était pas censé être fatal, » répondit finalement Luc, « juste assez grave pour qu'il soit hospitalisé, le temps que Viviane puisse convaincre votre père de lui confier les rênes de l'entreprise. » Mais le pilote a perdu totalement le contrôle. Compléta Viviane, son visage soudain plus pâle. Ce n'était pas prévu, pas comme ça. Philippe s'éloigna, incapable de supporter la présence de sa sœur un instant de plus. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin baigné de lune. « Demain, dit-il finalement. Demain, nous réunirons le conseil d'administration. Tu avoueras tout, et ensuite, tu disparaîtras de nos vies, pour toujours. » Viviane acquiesça lentement. « J'ai besoin de préparer certaines choses. Des documents, des preuves qui corroboreront mon témoignage. Tu ne quitteras pas cette maison ?» répliqua Philippe. « Tu dormiras dans la chambre d'amis, sous surveillance. Je resterai avec elle, » proposa Luc, « pour m'assurer qu'elle ne tente rien. » Philippe hésita, méfiant. « Pourquoi te ferais-je confiance? Tu as été son complice pendant des années.
Parce que contrairement à elle, j'ai encore une conscience. Luc jeta un regard en biais à Viviane. Et parce que j'ai tout à gagner à coopérer avec toi maintenant. Zoé, qui observait cet échange en silence, s'approcha de Luc. « Vous avez vu ma mère mourir », dit-elle doucement. « Vous étiez là. » Luc acquiesça, évitant son regard. « Pouvez-vous me parler d'elle, de ces derniers instants ?» Un silence embarrassé s'installa. Luc semblait chercher ses mots. Elle était courageuse. Jusqu'à la fin, elle a demandé à voir son bébé. Toi, elle t'a tenu quelques minutes avant de... Il s'interrompit, visiblement mal à l'aise. Sa dernière parole a été ton prénom. Zoé sentit les larmes couler sur ses joues. C'était la première fois qu'elle entendait parler des derniers instants de sa mère biologique. Philippe s'approcha et posa maladroitement une main sur l'épaule de sa fille. Ce geste simple, cette première manifestation physique de réconfort paternel, semblait aussi étrange pour lui que pour elle. « Nous devrions nous reposer », suggéra-t-il doucement. « Demain sera une journée difficile. » Il se tourna vers Antoine. Le majordome, qui était resté discrètement à l'écart pendant toute la scène, préparait la chambre bleue pour mademoiselle Dumas et la chambre d'amis du rez-de-chaussée pour madame Morel. Monsieur Mercier restera avec elle. Alors que chacun se dirigeait vers sa chambre, l'atmosphère de la maison semblait imprégnée d'une tension palpable. Dans quelques heures, les secrets longtemps enfouis seraient exposés au grand jour. L'Empire Laurent ne serait plus jamais le même. Dans sa chambre aux tentures bleues, Zoé contemplait les étoiles par la fenêtre. En 24 heures, sa vie avait basculé. Elle avait découvert ses origines, rencontré son père biologique, confronté la femme qui avait menacé sa mère. « Maman », murmura-t-elle en direction du ciel, « j'espère que tu serais fière de moi. » Le siège des entreprises Laurent resplendissait sous le soleil matinal, sa façade de verre renvoyant la lumière comme un phare au milieu de Paris. Dans la salle du conseil, 12 hommes et femmes en costumes impeccables patientaient, l'air préoccupé. Ce conseil extraordinaire, convoqué en urgence par Philippe Laurent, avait suscité rumeurs et spéculations. Philippe arriva le premier, suivi de près par Zoé, la jeune femme, vêtue d'un tailleur prêté par la garde-robe d'invités de la maison Laurent, semblait mal à l'aise dans cette tenue trop formelle. Pourtant, elle dégageait une dignité naturelle qui ne manqua pas d'attirer les regards curieux. « Messieurs, mesdames », commença Philippe en prenant place en bout de table. « Merci d'avoir répondu présent à cette convocation tardive. Je vous présente Zoé Dumas. » Des murmures parcoururent l'assemblée. La ressemblance entre la jeune femme et l'épouse disparue de Philippe n'échappa à personne. Avant de commencer, j'attends ma sœur et monsieur Mercier. Ils ne devraient plus tarder. Comme en réponse à ces paroles, la porte s'ouvrit sur Antoine, le majordome. L'air visiblement troublé. « Monsieur, puis-je vous parler en privé ?» Immédiatement. Philippe s'excusa auprès du conseil et suivit Antoine dans le couloir, Zoé sur leurs talons. « Madame Morel a disparu », annonça Antoine à voix basse, ainsi que monsieur Mercier. La chambre était vide ce matin. Philippe blêmit. « Comment est-ce possible ? Tu devais les surveiller. La porte était verrouillée de l'extérieur, monsieur. J'ai vérifié 3 fois pendant la nuit. Ils ont dû utiliser une autre sortie. La fenêtre, condamnée, et nous sommes au rez-de-chaussée. Il y a forcément eu complicité interne. » Philippe serra les poings, luttant pour contenir sa colère. Les caméras de sécurité, mystérieusement en panne entre 4h et 5h du matin. Zoé s'approcha, l'inquiétude creusant son front d'une ride qui rappelait étrangement celle de Philippe. « Que fait-on maintenant ?» Philippe resta silencieux un instant, pesant ses options. Finalement, il se tourna vers Antoine. « Contacte immédiatement tous les aéroports, gares et ports, distribue leurs photos et appelle la police judiciaire. Parle au commissaire Lefort directement. Dis-lui que je le rejoindrai plus tard. » Se tournant vers Zoé, il ajouta « Viviane a préparé sa fuite depuis longtemps. Elle a probablement des papiers d'identité alternatifs, des comptes à l'étranger. » Et Luc, il semblait pourtant prêt à témoigner contre elle. Il jouait double jeu, ou elle l'a convaincu cette nuit. Philippe secoua la tête, dégoûté. « Qu'importe, nous devons affronter le conseil maintenant. » Sans elle, de retour dans la salle, Philippe prit une profonde inspiration et s'adressa aux membres du conseil d'administration. « Mesdames, messieurs, ce que je m'apprête à vous révéler va ébranler les fondations mêmes de notre entreprise. » Pendant l'heure qui suivit, Philippe exposa méthodiquement les faits. Les détournements de fonds orchestrés par Viviane pendant des années, les menaces contre Noémie qui avait découvert le pot aux roses, sa fuite pour protéger l'enfant qu'elle portait, cet enfant,
conclut-il en désignant Zoé. Et ma fille, le test ADN le confirme. Un silence stupéfait accueillit ces révélations. Puis les questions fusèrent de toutes parts. Où est Madame Morel maintenant? Comment avez-vous découvert tout cela? Pourquoi ne pas avoir alerté les autorités plus tôt? Philippe allait répondre quand son téléphone vibra. Un message de la police. Viviane et Luc avaient été repérés à l'aéroport Charles de Gaulle. S'apprêtant à embarquer pour Genève, « Messieurs, mesdames, je dois m'absenter », annonça-t-il. « Ma sœur tente actuellement de fuir le pays. La police est en route pour l'intercepter. » Le chaos qui s'ensuivit fut indescriptible. Certains membres du conseil exigeaient une enquête indépendante. D'autres appelaient à la démission immédiate de Philippe, jugé responsable par négligence. Au milieu de cette tempête, Zoé restait silencieuse, observant ces hommes et femmes de pouvoir s'agiter comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. « Monsieur Laurent », la voix puissante de Jacques Dufresne, doyen du conseil, ramena le calme dans la salle. « Ces accusations sont graves. Les preuves que vous nous avez présentées semblent solides. Mais avant toute décision, nous devons entendre Madame Morel, c'est la moindre des choses. » Philippe acquiesça. « Bien entendu, mais en attendant, je propose de geler tous les comptes liés à ma sœur et de lancer un audit complet de nos finances. » Un vote rapide approuva ces mesures d'urgence. Philippe et Zoé quittèrent la salle, laissant derrière eux un conseil en plein désarroi, dans la voiture qui les conduisait à l'aéroport. Zoé observait son père biologique, cet homme qu'elle connaissait à peine, mais dont elle partageait le sang, son visage taillé à la serpe. Habituellement symétrisé, trahissait maintenant une fatigue immense. « Tu as bien fait, » dit-elle doucement, « de tout révéler. » Philippe lui jeta un regard reconnaissant. « J'aurais dû le faire il y a 25 ans. J'aurais dû voir les signes, comprendre ce qui se passait sous mon nez. Tu ne pouvais pas savoir. Elle était ta sœur. On fait confiance à sa famille. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres de Philippe. « C'est exactement ce que ta mère me disait toujours, que j'étais trop confiant, trop idéaliste. » L'aéroport Charles de Gaulle grouillait d'activité, à l'entrée du terminal 2F. Plusieurs voitures de police étaient stationnées, gyrophares allumés. Un attroupement s'était formé près des portes d'embarquement pour Genève. Philippe et Zoé se frayèrent un chemin jusqu'au cordon de sécurité, où un officier les arrêta. Police judiciaire, zone sécurisée. « Je suis Philippe Laurent. C'est ma sœur que vous recherchez. » L'officier consulta rapidement sa tablette, puis les laissa passer. À l'intérieur, le spectacle qui les attendait dépassait leurs attentes les plus folles. Viviane Morel, habituellement si composée, hurlait sur les policiers qui l'entouraient. Ses cheveux parfaitement coiffés la veille étaient maintenant en désordre. Son tailleur froissé, près d'elle, Luc Mercier, menotté, gardait un silence résigné. « Vous n'avez pas le droit, vous ne savez pas qui je suis. » Son regard se posa soudain sur Philippe et Zoé. La haine pure qui déforma ses traits était presque inhumaine. « Toi, » cracha-t-elle en direction de son frère, « tu as tout détruit, tout ce que j'ai bâti. »« Tu as détruit notre famille, Viviane, » répondit calmement Philippe. « Tu as volé l'entreprise, menacé ma femme, causé indirectement sa mort, sans parler de nos parents. » Le commissaire Lefort, un homme massif aux cheveux poivre et sel, s'approcha de Philippe. « Monsieur Laurent, nous avons interpellé votre sœur alors qu'elle tentait d'embarquer pour Genève sous une fausse identité. Elle transportait une mallette contenant plus de 2 millions d'euros en diamants, ainsi que plusieurs passeports. Dois-je porter plainte formellement ? » Ce ne sera pas nécessaire pour l'instant. Les charges de faux et usage de faux, tentative de sortie frauduleuse de capitaux et entrave à la justice suffisent pour la garder en détention. Viviane, qui avait écouté cet échange, éclata d'un rire sans joie. « Tu crois avoir gagné, Philippe ? Tu n'as rien compris. Si je tombe, tu tombes avec moi ?» Elle se tourna vers les policiers qui l'encadraient. « Vous voulez savoir qui a vraiment dirigé les entreprises Laurent pendant 25 ans ? Qui a sauvé l'empire familial de la faillite ? Ce n'est pas lui, ce grand idéaliste qui passait son temps à pleurer sa femme disparue, c'est moi. » L'un des officiers tenta de l'entraîner vers la sortie, mais elle résista. « Demandez-lui pour l'affaire du Qatar, les terrains acquis illégalement, les permis de construire obtenus avec des pots de vin, il était au courant de tout. » Philippe secoua lentement la tête. « C'est fini, Viviane. Personne ne te croit plus. » Au moment où les policiers l'emmenaient, Viviane lança un dernier regard venimeux à Zoé. « Tu crois être sa fille ? Tu veux savoir ce que Luc ne t'a pas dit ?
Demande-lui qui était vraiment ton père. » Ces derniers mots, criés par-dessus son épaule, semèrent un trouble immédiat. Zoé se tourna vers Luc, qui détourna le regard, mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Le commissaire Lefort s'éclaircit la gorge. « Monsieur Mercier a demandé à collaborer en échange d'une réduction de peine. Il a déjà commencé à faire des révélations, assez troublantes. » Philippe s'approcha de Luc, le saisissant par le col malgré les protestations des policiers. « Qu'est-ce que ça signifie ? Parle. » Luc, écrasé par le poids de 2 décennies de mensonges, leva finalement les yeux. « Philippe, Noémie et moi, nous avons eu une brève liaison, juste avant sa disparition. » Un silence assourdissant suivit la déclaration de Luc. Philippe, figé, semblait avoir cessé de respirer. Ses mains relâchèrent lentement le col de Luc, retombant comme des poids morts le long de son corps. Zoé, quant à elle, fixait l'homme menotté avec une horreur grandissante. Cet individu qui avait pourchassé sa mère jusqu'en Provence, qu'il avait vu mourir, serait son père biologique ? C'est impossible, articula finalement Philippe d'une voix étranglée. Noémie n'aurait jamais. Elle était désespérée et, poursuivit Luc, évitant soigneusement son regard. Elle avait découvert les malversations de Viviane. Elle se sentait piégée, menacée, et vous étiez constamment absent, accaparé par l'entreprise. Un soir, après une soirée où elle avait trop bu. Assez. Le cri de Zoé résonna dans le hall de l'aéroport. Attirant tous les regards, son visage habituellement doux était déformé par la colère. « Je ne vous crois pas. Ma mère aimait Philippe. » Son journal en témoigne à chaque page. Luc haussa les épaules, avec un cynisme qui contrastait avec sa posture défaite. Les journaux intimes racontent ce que leur propriétaire veut bien y écrire. Pas forcément la vérité. Le commissaire Lefort s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise face à cette scène familiale qui se jouait devant lui. « Si je peux me permettre, Monsieur Mercier a demandé un test de paternité. » Philippe secoua lentement la tête comme sortant d'un cauchemar. « Faites-le. » Immédiatement. 3 jours plus tard, le salon de musique de la maison Laurent était baigné d'une douce lumière dorée. Assis côte à côte sur le banc du piano, Philippe et Zoé contemplaient en silence une enveloppe scellée posée sur le clavier. « Peu importe ce qu'elle contient, » murmura Philippe. « Tu es la fille de Noémie. C'est tout ce qui compte pour moi. » Zoé lui adressa un sourire tremblant. Ces 3 jours d'attente avaient été les plus longs de sa vie, et probablement de celle de Philippe aussi. Ils les avaient passés ensemble, apprenant à se connaître, partageant souvenirs et anecdotes sur Noémie. Sur Solange, tissant patiemment les fils d'une relation père-fille encore fragile. « Les résultats pourraient changer beaucoup de choses, » dit-elle doucement. « Pas l'essentiel. » Philippe tendit la main vers l'enveloppe, mais s'arrêta à mi-chemin. « Veux-tu l'ouvrir ?» Zoé acquiesça et saisit l'enveloppe. D'un geste décidé, elle la déchira et en sortit une feuille de papier officielle, couverte de termes médicaux complexes. Son regard descendit immédiatement vers la conclusion, qu'elle lut à voix haute. Les analyses ADN confirment avec une probabilité de 99,998% que Philippe Laurent est le père biologique de Zoé Dumas. Un sanglot de soulagement échappa à Philippe. Sans réfléchir, il attira Zoé dans une étreinte maladroite. La première vraie étreinte qu'il partageait. Après un moment de surprise, elle lui rendit son accolade, les larmes coulant librement sur ses joues. « Il a menti », dit Philippe quand ils se séparèrent enfin. « Luc a menti, comme il a toujours menti, sur ordre de Viviane. Probablement, une dernière tentative pour nous détruire. Ou peut-être croyait-il vraiment être mon père ?» suggéra Zoé. Peut-être a-t-il inventé cette liaison pour se donner de l'importance, pour se convaincre qu'il était plus qu'un simple pion dans les machinations de Viviane. Philippe hocha lentement la tête. Ses mains se posèrent sur les touches du piano, et presque involontairement, les premières notes de « L'âme perdue » s'élevèrent dans la pièce. « Pendant 25 ans, j'ai joué cette mélodie presque chaque jour, » murmura-t-il. « C'était ma façon de garder Noémie vivante. Et je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer qu'à travers elle, je me connectais aussi à toi. » Zoé posa doucement sa main sur celle de son père, arrêtant la musique. « Qu'allons-nous faire maintenant, pour Viviane, pour l'entreprise ?» Philippe soupira profondément. Viviane est en détention provisoire. Son procès prendra des mois, peut-être des années, quant à l'entreprise.
Il eut un petit sourire triste. Le conseil d'administration a voté ma mise à l'écart temporaire, une direction intérimaire a été nommée, le temps d'évaluer l'étendue des dégâts. Mais ce n'est pas juste, tu n'étais pas complice. Non, mais j'étais aveugle. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Il haussa les épaules avec une résignation nouvelle. Étrangement, je me sens soulagée, comme si un poids énorme venait de quitter mes épaules. Zoé l'observa attentivement. En effet, malgré les cernes qui soulignaient ses yeux, Philippe semblait plus serein qu'elle ne l'avait jamais vu depuis leur rencontre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» D'abord, honorer la mémoire de Noémie. Correctement. Il fit une pause, pensif. Et puis, peut-être qu'il est temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne soit pas entaché par le passé. 1 an plus tard, jour pour jour, le soleil printanier illuminait les jardins fraîchement aménagés dans le 15e arrondissement de Paris. Une foule élégante se pressait pour l'inauguration du Jardin des âmes retrouvées, un espace vert dédié aux familles séparées par la tragédie et réunies par le destin. Au centre du jardin, une statue de bronze représentait une femme tendant les bras vers le ciel, ses doigts effleurant ceux d'une silhouette plus petite. Une enfant, sur le socle, une plaque de marbre portait simplement l'inscription « À Noémie et à toutes les mères séparées de leurs enfants, Philippe Laurent ». Élégant dans un costume clair, se tenait près de la statue, accueillant les invités avec une sérénité nouvelle. À ses côtés, Zoé, ravissante dans une robe bleu pâle, distribuait des roses blanches aux visiteurs. L'ancien empire Laurent avait été restructuré, une partie substantielle avait été transformée en fondation portant le nom de Noémie, dédiée à la protection des femmes victimes de violences et des enfants orphelins. Le reste avait été vendu, permettant de rembourser intégralement les sommes détournées par Viviane au fil des ans. « Regarde qui vient d'arriver », murmura Philippe à l'oreille de Zoé, désignant discrètement l'entrée du jardin. Solange Legrand, autrefois Solange Dumas, l'ancienne gouvernante des Laurent, avançait lentement, appuyée sur une canne, ses cheveux blancs brillant au soleil, malgré ses 79 ans et une santé fragile. Elle avait tenu à être présente. Zoé courut à sa rencontre et l'enlaça tendrement. « Maman, tu es venue ?» La vieille dame sourit, des larmes brillant dans ses yeux fatigués. « Je ne pouvais pas manquer ça. Noémie serait si fière. » Elle embrassa Zoé sur le front, puis se tourna vers Philippe qui les avait rejointes. « De vous deux. » Philippe prit la main de la vieille femme entre les siennes. « Merci, Solange, pour tout ce que vous avez fait, pour avoir sauvé ma fille, pour l'avoir élevée comme la vôtre. » Solange secoua doucement la tête. « J'ai simplement tenu ma promesse. » À l'autre bout de la ville, dans la prison pour femmes de Fleury-Mérogis, Viviane Morel observait le ciel printanier à travers les barreaux de sa cellule. Sur le petit téléviseur mis à disposition des détenus, un flash d'information montrait l'inauguration du Jardin des âmes retrouvées. Le visage de son frère apparut brièvement à l'écran, puis celui de Zoé. Un mélange complexe d'émotions traversa son visage vieilli prématurément par la détention. Regret, amertume et peut-être, enfoui très profondément, une once de soulagement, comme si le poids écrasant de 25 années de mensonges et de manipulations avait finalement été levé. Dans le jardin, la cérémonie touchait à sa fin. Philippe s'approcha du petit orchestre de chambre et chuchota quelque chose au pianiste. Celui-ci s'inclina légèrement et commença à jouer « L'âme perdue ». Les notes s'élevèrent dans l'air printanier, touchant le cœur de tous les présents, sans qu'ils comprennent pourquoi cette mélodie inconnue semblait si profondément familière. Zoé et Philippe plantèrent ensemble un rosier blanc près de la statue. Solange les observait, le visage serein, sachant que sa mission était accomplie. « Elle nous voit, n'est-ce pas ?» murmura Zoé en contemplant le ciel bleu. « Oui », répondit simplement Philippe. « Je pense qu'elle nous a toujours vus. » Et tandis que la mélodie de « L'âme perdue » s'élevait vers les nuages, père et fille restèrent côte à côte. Leurs âmes enfin retrouvées après 25 ans de séparation,